Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur le canon holmésien, comme on dit, deuxième roman à propos de Sherlock Holmes. Il s'agit ici du Signe des Quatre. Alors ce roman, je regarde mes petites notes sur mon téléphone, a été écrit en 1889 et publié en 1890, donc évidemment écrit par Arthur Conan Doyle. Donc ce roman a été, le titre en tout cas de ce roman a été traduit de plusieurs façons. Il n'a pas été appelé que le signe des quatre, alors il a été appelé la marque des quatre et aussi le pacte des quatre. Et pour être honnête, le titre qui lui correspond le plus, pour moi, ce serait le pacte des quatre, parce que ok, il y a un signe effectivement, mais ça se traduit plus par rapport à un pacte que quatre personnes ont fait. Donc rassurez-vous, même si ce roman est sorti il y a belle lurette maintenant, plus d'un siècle, je ne spoilerai rien, ne vous en faites pas, je ne donnerai pas de détails. Donc vite fait, le résumé, la quatrième de couverture que je vais vous mettre ici, certainement. Chaque année, la jeune Mary Morstan, dont le père, officier dans l'armée des Indes, a disparu voilà longtemps, reçoit par la poste le présent d'une perle. Le jour où une lettre lui fixe un mystérieux rendez-vous, elle demande au célèbre Sherlock Holmes de l'y accompagner. Cependant, le bon docteur Watson est conquis par le charme de la jeune fille. Nous nous enfonçons dans une des plus ténébreuses énigmes qui se soit offerte à la sagacité du détective. L'Inde des Maharajas, le fort d'Agra cerné par la rébellion des Sipais, le bagne des îles Andaman sont les décors de l'extraordinaire aventure qu'il va reconstituer et qui trouvera sa conclusion dans les brouillards de la Tamise. Une des plus inoubliables aventures de Sherlock Holmes publiée pour la première fois en 1889, c'est ce que je disais. Donc tout comme une étude en rouge, le signe des cartes, des quatre, est divisé en deux parties. Donc tout simplement la première partie, même les deux tiers, que compose cette première partie, bah, c'est tout simplement l'histoire normale, l'enquête, comme dit dans la quatrième de couverture, la jeune mademoiselle Morstan qui vient voir Sherlock Holmes en lui demandant son aide, et donc l'enquête suit son cours, et une fois qu'ils ont attrapé le coupable, tout comme une étude en rouge, le coupable raconte son histoire du début à la fin pour expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là. Sauf qu'ici, la façon dont ça a été fait dans le signe des quatre est différente par rapport à une étude en rouge. Dans une étude en rouge, c'est littéralement découpé en deux, genre vraiment en deux, littéralement. La première partie, c'est vraiment la première moitié du roman, au nombre de pages, hein, je veux dire. Et la deuxième moitié, vraiment à l'histoire du coupable, littéralement comme une histoire qu'on lit normale. En fait, je sais pas si je suis clair. C'est pas évidemment dans l'histoire, c'est raconté par le coupable, mais la façon dont c'est écrit, c'est pas juste une longue conversation où le coupable raconte son histoire. Dans une étude en rouge, c'est littéralement, on a l'histoire du truc. Mais sauf que dans le signe des quatre, eh bien c'est pas ça du tout. C'est pas littéralement l'histoire comme dans une étude en rouge, c'est le coupable qui raconte. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça. Dites-le moi dans les commentaires si je suis clair. Donc là, on a le coupable qui a accepté de venir chez Sherlock Holmes et qui dit ok, je vais vous raconter mon histoire. Et là, on a juste un long monologue de lui qui raconte son histoire. C'est ça. Donc du coup, comme c'est le coupable qui raconte lui-même son histoire dans la conversation, c'est une version résumée, condensée. Évidemment, comme c'est comme quand on raconte une longue histoire à un pote. On va pas rentrer forcément dans tous les détails. On va essayer d'être le plus exhaustif possible, le plus complet possible, mais on va pas non plus raconter les faits et gestes et ce qu'on a bouffé le midi dans le détail. Et donc j'ai trouvé, du coup, comme c'était plus court, c'était plus résumé, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus compréhensible surtout. Et donc c'était très bien. J'ai commencé ça. Alors si tout va bien, je poste la vidéo ce soir, on est jeudi. J'ai commencé ma lecture hier soir, mercredi, vers 19h, 20h, un truc comme ça. J'ai enquillé jusqu'à minuit les deux tiers du roman, j'ai fini ce matin. Là, je tourne la vidéo comme j'ai fait pour le carnet des rancunes, là, tout de suite. Je l'ai dévoré, là, encore plus vite que le carnet des rancunes. Pourtant, le carnet des rancunes, j'ai pas aimé. Mais là, c'était vraiment trop bien. Il y avait encore plus d'action, encore plus de déductions complètement folles de Sherlock. D'ailleurs, je vais y revenir. Donc, nous découvrons dans ce roman un Sherlock Holmes qui est drogué parce que littéralement au début du roman, bah, il s'injecte une bonne dose de cocaïne. Selon lui, ça aide son esprit
à être plus vif. Et donc concrètement, ça l'aide à être plus intelligent, à voir les choses plus clairement. Donc on a Watson à côté qui râle parce que forcément il est médecin, il peut pas voir un de ses amis et un de ses patients, soi-disant passant, en train de se droguer sous son nez. Il a du mal à supporter le truc, mais enfin il n'a pas le choix. Sherlock, il est comme ça. Et là, on a vraiment un Sherlock Holmes, voilà, Arthur Conan Doyle, il est en mode Sherlock Holmes, je vais vous montrer de quoi il est capable. Et rien qu'avec la montre à gousset, parce que je suppose que c'est une montre à gousset de Watson, Watson lui donne la montre à gousset, il dit, allez, qu'est-ce que tu peux déduire avec tout ça? Et là, rien qu'avec la montre à gousset de Watson, Holmes a pu nous décrire quasiment tout le descriptif de son frère et ce qu'il a fait dans la vie. Rien qu'avec ça. Et il s'avère qu'il avait eu entièrement raison. Du côté de Watson, en tout cas, je le trouve beaucoup plus pertinent que dans une étude en rouge, beaucoup plus intéressant. euh, et en plus, il trouve l'amour. Il arrive à suivre Holmes dans ses aventures beaucoup plus facilement malgré sa jambe, à faire des remarques beaucoup plus intéressantes et être beaucoup plus utile. Donc ça a été beaucoup plus agréable à lire comme aventure puisque nous regardons tout ça à travers ses yeux. Donc c'est une affaire, comme je le dis là, beaucoup plus complexe que dans une étude en rouge. Il y a beaucoup plus d'éléments, l'affaire est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'actions et du coup c'est beaucoup plus intéressant. C'est dingue quand même à quel point une histoire qui peut partir de rien. Genre là, c'est Mademoiselle Morstan qui vient voir Sherlock Holmes à propos de son père qui a disparu et elle vient de recevoir une lettre un peu intrigante. Et là, c'est parti dans une histoire par rapport à des mecs qui ont fait la guerre dans les Indes, par rapport à un trésor qu'ils ont trouvé, qu'ils ont caché, qu'ils veulent récupérer. Il y a toute une histoire de fou. Alors que au départ, ça part juste de vous pouvez m'aider à retrouver mon père, Monsieur Holmes, s'il vous plaît. Et ça, c'est ce qui fait la force de d'Arthur Conan Doyle et de ses histoires, je trouve. Ça part de que dalle, et de fil en aiguille, on remonte l'histoire, et plus ça va, plus l'histoire, c'est un truc de malade. Ce qui m'a fait plaisir aussi dans cette histoire, c'est qu'on voit Sherlock Holmes galérer. Mais genre vraiment galérer. Il bloque. Un élément dont il a besoin, un élément simple de prime abord, mais lui échappe, et c'est un élément qu'il ne peut pas avoir sauf en faisant un énorme travail. Il a déployé énormément de moyens. Il a payé le fameux, vous savez, Wiggins, voilà, le petit gamin des rues qu'il embauche, lui et sa bande, pour faire quelques recherches que lui-même ne pourrait pas faire. Et ben, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, en tout cas pas immédiatement, à obtenir ces éléments. Ça lui a pris, je ne veux pas dire de bêtises, 2 jours, peut-être 3, non, peut-être pas 3. 2 jours, on va dire 2 jours. En tout cas, il a galéré à fond à trouver un élément. Et ça l'a rendu fou. Il a tourné, il a ronchonné, il a grogné. Il était en colère, il était frustré. Et autant voir, je vais comparer avec Hercule Poirot, mais c'est très rare qu'on voit Hercule Poirot galérer à ce point. Évidemment, des fois, il a des difficultés. Lui aussi, il a du mal à trouver parfois certaines informations. Mais quand il change de perspective, un peu de point de vue, il y arrive toujours, sans grande difficulté. Il faut qu'il pousse un peu ses cellules grises un peu plus fort, mais c'est tout. C'est rare qu'on le voit dans ses derniers retranchements, Hercule Poirot. Mais là, on a un Holmes qui a été poussé presque dans ses derniers retranchements, je veux dire. Il a vraiment galéré, il a vraiment été frustré. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on connaît vraiment Sherlock Holmes comme quelqu'un de génial, limite un dieu de la déduction. On en a eu la démonstration tout au début du roman. Mais le voir galérer comme ça montre ses limites. Le voir se droguer aussi, ça montre qu'il est humain, ça montre ses limites, même si là, on a beaucoup d'éléments, déjà un peu plus sur sa personnalité, comme quoi c'est un être un peu, j'allais dire, sans cœur. Pour lui, les émotions, c'est superflu. Il ne veut pas être amoureux, il ne veut ressentir aucune émotion, parce que ça bloque sa déduction, ça bloque son intelligence, et ça lui met trop de choses dans le cerveau. Autant dans une étude en rouge, on avait un Sherlock Holmes beaucoup plus enfantin, dans le sens où on nous a dit qu'il avait beaucoup de lacunes dans des matières extrêmement simples, qu'il avait énormément de choses basiques de la vie qu'il ne connaissait pas parce qu'il les avait retirées de sa tête
pour laisser plus de place à ce qui l'intéressait. Mais là, on a un Sherlock Holmes qui est beaucoup plus sans cœur. Alors, j'ai pas vu ça dans des sites d'analyse, c'est que mon avis à moi, tout aussi grossier qu'il me parvient, de mon petit cerveau, voilà, de ma lecture. C'est comme ça. Mais je trouve vraiment que c'est un Holmes un peu sans cœur. Qu'on a, voilà, le drogué, le mec qui ne passe vraiment que par la théorie, la science, l'intelligence. Et dès qu'il y a un petit peu d'émotion, dès qu'il y a un petit peu d'amour, il le rejette. Donc c'est vraiment une facette complètement différente. Une étude en rouge, on avait le côté enfantin, théoricien, et là on a vraiment le côté intelligent mais cocaïnomane et sans cœur. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et j'ai hâte de voir pour le troisième roman, pour la suite, quelle autre facette de Sherlock Holmes on va découvrir. Donc je ne vais pas vous spoiler l'histoire, je pense m'arrêter là. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir si vous ne l'avez pas lu. Et de toute façon, j'en ai dit bien assez, parce que si je révèle quoi que ce soit d'autre, ce serait là vraiment spoilé, parce que le coup de la montre, c'est pas du spoil, c'est limite au début, ça n'a rien à voir avec l'enquête. Le coup de la cocaïne, etc. L'enquête en elle-même, l'histoire, le fait que ce soit en Inde et tout, c'est dans la quatrième de couverture, c'est dans le résumé, c'est pas spoilant. Mais c'est vraiment beaucoup mieux qu'une étude en rouge, j'ai vraiment beaucoup plus aimé, j'ai adoré. Donc j'ai lu ça en une soirée et une demi-matinée, j'ai vraiment dévoré, j'ai enquillé le truc. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Tout ça, moi, il m'a énormément intéressé. J'ai trouvé beaucoup plus pointu. J'ai trouvé la facette de qu'on voit de Sherlock Holmes très différente et tout aussi fascinante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à mon Babelio, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça sera dans la description. Euh, il y a aussi mes réseaux sociaux auteurs, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon roman Dirty Work, Funeste Avidité, il y aura aussi les liens Fnac et Amazon pour vous le procurer en commentaire, en description si ça vous intéresse. Le prochain roman que je vais lire, c'est le 8e roman d'Agatha Christie, je n'ai pas encore le titre en tête, je ne suis pas encore allé voir lequel c'était. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.